à notre 5e ou 6e rencontre du journal des chercheurs. Je crois que c'est la 5e. C'est forte. Chaque fois, donc, on a un thème différent. Jusqu'à maintenant, on a vu le René Barbier avec l'image, le côté de René Barbier avec la poésie. J'en oublie 3 ou 4. Et donc, on a choisi de prendre comme thème la direction de recherche, ou plutôt l'accompagnement de recherche, tel que René Barbier semblait la pratiquer. Et on s'est dit que ça serait quand même vraiment intéressant d'avoir au moins 2 témoignages d'accompagnement de recherche. C'est pour ça qu'on a demandé à Agnès Durafour, qui est parmi nous là, que vous voyez dans un coin de votre écran. Moi, je l'ai dans le coin supérieur droit, mais vous l'avez peut-être ailleurs. Et Agnès, qui a longtemps travaillé dans un groupe de recherche qui s'appelait le GREC, mais qui ne s'écrit pas comme la Grèce. Le grec, GR2EK, elle vous en dira quelques mots. Et là, elle fait partie de que dirigeait à l'époque, et là, ça nous ramène aux 1990 à peu près, début des années 2000 peut-être. On a demandé à Philippe Filliot, qui est un membre de l'équipe du journal des chercheurs hein, depuis le début, c'est-à-dire depuis sa relance au moins il y a 2 ans et demi, et qui a été vraiment un doctorant de René. Alors on aurait pu demander à d'autres personnes encore, et il me vient d'ailleurs là en souvenir d'un seul coup, c'est l'association d'idées que Joël Macrez, qui à l'époque avait fait une thèse sur l'autorisation éthique avec René, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 2000, nous a envoyé un texte qu'elle a écrit sur l'accompagnement de René. Mais comme il est un peu long, je me propose de vous le communiquer demain en PDF pour que vous puissiez en prendre connaissance, et en compte aussi, en plus de tout ce que l'on va se dire. Alors, je remercie donc Joël Macrez donc, de nous avoir envoyé ce texte comme support de cette soirée. Comme support de cette soirée, on a aussi un texte qui accompagnait l'invitation, sur lequel planchera rapidement tout à l'heure Florent, qui en rappellera quelques points. Et donc voilà, moi je trouve quelque chose d'important de parler de l'accompagnement de recherche à l'université plutôt que de la direction de recherche. Ce qu'il y a derrière, c'est le terme, toute une philosophie complètement différente du cheminement quasi-affectif que l'on peut effectuer avec un étudiant qui cherche. D'ailleurs, thèse, hein, ça peut être jadis à l'époque de René dans le DEA ou dans le Master 2, voire dans le Master 1 aujourd'hui, mais c'est toujours une histoire plutôt bienvenue, une histoire de cheminement, une histoire de compagnonnage, finalement. Tout au moins dans l'esprit qui était celui de René. Alors, je ne vais pas être trop long parce qu'on a commencé un peu tard déjà, mais j'ai moi-même été étudiant en thèse de René, puis pour les autres mémoires auparavant, et je dois lui reconnaître cette qualité de compagnonnage, et surtout d'avoir été un directeur de recherche qui m'a fichu une paix absolument royale dans ce que je voulais faire, et même si je ne suivais même si je ne parlais pas du tout de Krishnamurti, même si je ne parlais que très peu d'approche transversale, ce qui m'a été reproché durant la thèse d'ailleurs, durant la soutenance de thèse, mais ça c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, cette attitude vraiment, comment dire, très ouverte et une relation de confiance aussi, ben, je crois que tout simplement, j'aurais pas fait ma thèse, je ne serais pas arrivé au bout et je serais parti. Ce qui n'aurait pas été dramatique, de toute façon. Hein. Il y a plein d'autres choses à faire dans une vie qu'une thèse. Mais en tout cas, sans cette attitude-là, donc ouverte, dont je lui suis reconnaissance post-mortem,
eh bien, rien ne me serait arrivé de ce côté-là. Mais je pense que je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. Je soupçonne quelque chose allant dans ce sens-là. Voilà, je vais me taire à cet endroit, Florent, si tu veux bien, pour te laisser dire quelques mots, je crois, du texte donc, que j'ai évoqué rapidement. Merci beaucoup, Christian, pour ton introduction et pour cette présentation. Donc, effectivement, moi, je vais m'attacher exclusivement au texte qu'on peut trouver sur le Journal des chercheurs et qui s'appelle L'accompagnement de recherche, qui est un texte assez ancien, ce premier texte sur lequel on va plancher. Tu te souviens de la date? Je ne l'ai plus en tête. Ouais, ouais, c'est 1999. Voilà, j'allais dire 97, donc 99, un peu avant l'an 2000. Donc, je vais faire ce qu'il appelait des retentissements, des rebondissements par rapport à des concepts ou des mots-clés avec deux, la proprement dite, et l'environnement administratif de la conduite de thèse. Et je pense que c'est assez intéressant parce que plus de 25 ans après, on pourra voir comment l'université a évolué par rapport à cet aspect-là. Et puis, on aura les témoignages, évidemment, de nos deux invités sur la question. Alors, peut-être qu'il faudrait que je commence en précisant que moi-même, je n'ai pas encadré de thèse à 100%. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'encadrer des thèses. Soit on prend, c'est le cas le plus fréquent, un seul directeur de thèse, et c'est le cas qui sera le plus souvent évoqué par René Barbier dans son article. Et on verra tout à l'heure comment ça se passe. Soit on peut en mettre deux, peut-être parfois trois, mais je pense que c'est vraiment exceptionnel et que ça doit être justifié par des circonstances particulières. Deux, on appelle ça une codirection de thèse, et à ne pas confondre avec une co-tutelle. C'est un peu différent. Une co-tutelle, ça veut dire que l'élève s'inscrit auprès de deux universités différentes, si les deux co-directeurs sont d'universités différentes, sinon, et donc il a un double diplôme. Quand on est dans un cas comme ça, co-tutelle et ou co-direction, on précise un pourcentage de répartition de la charge de travail par rapport au suivi ou à l'accompagnement. Ce sera la première réflexion de ce que tu disais, Christian, tout à l'heure, pour savoir est-ce qu'il y a égalité parfaite entre les co-directeurs ou les co-encadrants, ou bien est-ce qu'il y en a un qui va prendre un petit pourcentage supplémentaire que l'autre. Alors moi, je suis, étant seulement habilité à diriger des recherches, non pas professeur d'université, ce qui est le cas le plus général, je n'ai jamais voulu prendre l'intégralité, c'est-à-dire 100% d'un thésard, parce que mettant comme toujours l'intérêt supérieur de l'étudiant en premier, je pense que pour sa propre reconnaissance dans le monde académique, si c'est son souhait, son désir de poursuivre ensuite au sein de l'institution en déposant un dossier pour être qualifié, pour postuler sur un poste de maître de conférence, eh bien, avoir l'autorité d'un véritable professeur d'université qui l'a suivi, c'est quand même un gage institutionnel supérieur, même s'il n'y a pas de différence de grade d'un point de vue dans les textes officiels. Donc, j'ai co-encadré très peu de thèses, et également parce que je considère que ce n'est pas mon rôle principal en tant que maître de conférence habilité à diriger des recherches, même si je peux le faire, ce n'est pas ma mission principale. J'en ai d'autres que j'assume et qui me prennent beaucoup de temps. Et on verra qu'encadrer une thèse, ce n'est pas rien. Alors, en revanche, j'ai une bonne expérience de l'encadrement de mémoire, puisque je dois en être au moins une soixantaine, essentiellement des mémoires de Master 2, mais aussi quelques-uns de Master 1, et depuis peu, ce que l'administration appelle des questions de recherche, qui sont un petit peu l'équivalent de ce qui se faisait avant dans les DEA, c'est-à-dire un mémoire à visée de recherche qui débouchait, avant la réforme LMD, licence master doctorat, sur un doctorat à proprement parler. Alors, ce sont peut-être des aspects un peu techniques, mais je pense que ça présente un intérêt, puisque ce qui nous réunit, c'est le travail de René Barbier, qu'il a connu les deux périodes, c'est-à-dire avant et après les réformes, même s'il était émérite après. Et l'ambition, je pense, du Journal des chercheurs, c'est pas seulement une visée historique ou socio-historique, mais c'est également permettre peut-être une lecture longitudinale, parce que connaître le passé, c'est, je ne sais plus quelle est la forme exacte, mais c'est savoir se situer dans le présent et peut-être se projeter dans le futur. Voilà, donc je pense que ces comparaisons et le suivi de ces évolutions
ne sont pas inutiles. Alors après tous ces prolégomènes, j'attaque enfin ma lecture tout à fait subjective. Hein. La dimension de la subjectivité était essentielle chez René. On aura certainement l'occasion d'en parler par rapport au texte. Alors comme tu le disais très justement, lui, il n'aimait pas du tout parler de directeur de recherche. Hein, tu as repris l'accompagnement de recherche. Et c'est vrai qu'entre diriger et accompagner, c'est un peu la même différence qu'entre éduquer et instruire. Bon, je ne développe pas plus, mais c'est pour ouvrir et qu'on comprenne un petit peu cette nuance. Alors après, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, refusant la direction, c'est-à-dire refusant d'emblée une position d'autorité institutionnelle sur ou ces thésards, il disait nous allons négocier pour voir s'il y a un terrain commun d'entente. Donc, j'aime beaucoup cette expression déjà de négocier, et puis un terrain commun d'entente. Ça veut bien dire que l'étudiant, le futur thésard choisi, n'est pas là, mis au service de son encadrant pour développer une branche qui intéresse particulièrement l'encadrant, mais qui ne peut pas explorer pour tout un tas de raisons. Et donc, il va déléguer ça à quelqu'un qui va être son copier-coller, son clone, son IA personnel, pour faire ce travail qu'il n'arrive pas et en rendre compte et puis signer ensemble des articles, par exemple, comme ça peut se faire. Non, là, il s'agit bien d'une négociation d'un terrain d'entente, c'est-à-dire que chez René, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt supérieur de l'étudiant vient en premier, mais en même temps, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que accompagnateur, bien sûr, mais quand même directeur, c'est-à-dire quand même garant d'un cadre, et c'est-à-dire ne pas laisser aller n'importe où le thésard ou le futur docteur au gré de ses envies, parce qu'il risque de passer à côté des fourches codines tendues par l'administration, par les attendus de l'exercice. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu. Et ce qu'il disait aussi, ses goûts personnels, et c'est là où il y a une négociation, il disait « j'essaye de ne pas prendre des thèses qui seraient trop quantitativistes ». Alors, il venait de la clinique, il avait voulu en sortir, et donc, effectivement, des dimensions multiréférentielles, transversalité, etc. Pour autant, la recherche d'un minimum de connivence entre lui et ses docteurs. Je me souviens même, il m'avait précisé une fois dans une conversation, très certainement à l'Université coopérative de Paris, qu'il ne prenait que des thésards qui avaient une activité artistique. Alors, est-ce que c'était un souhait? Est-ce que des fois, dans les négociations, il a pris des thésards qui n'avaient pas d'activité artistique? Et son explication, c'était que ouvre à une certaine forme de sensibilité, et dans la transversalité, évidemment, la dimension du sensible est essentielle. Et alors après, parmi les rôles et devoirs de l'encadrant, je vais reprendre ce terme, c'était la mise en rapport avec des personnes compétentes dans le domaine. Bon, donc là, on voit tout le niveau du réseautage, effectivement, hein, d'un encadrant qui a des années de pratique et qui connaît bien les milieux de la recherche et qui va donc pouvoir ou telle personne. Après, des questions un peu techniques comme l'adéquation de la méthodologie de recherche avec l'objet de connaissance et avec la problématisation de l'objet, évidemment. Donc tout ça, c'est la question des méthodologies qu'il a mis au pluriel. Mais il insiste à nouveau, c'est bien un collectif qui s'engage dans une recherche, c'est une écriture collective. Ce qui paraît peut-être un peu étonnant, puisque pour beaucoup, le travail de thèse, c'est plutôt même un grand moment de solitude lié à l'exercice de la recherche, de l'écriture, etc. Et pour éviter cet écueil-là, il créait des groupes de doctorants qu'il réunissait toutes les 6 semaines à peu près pendant une demi-journée. Alors c'est vraiment intéressant parce que maintenant, avec le poids plus important des écoles doctorales, il y a même des formations à l'encadrement de docteurs qui sont proposées aux enseignants qui encadrent les docteurs. Et il y a d'autres dispositifs comme le CSI, le comité de suivi individuel. Bon, tout ça, c'est des dispositions qui ont moins de 10 ans, je pense, où le thésard, effectivement, passe devant un comité de 3-4 collègues qui sont surtout là pour vérifier que les liens affectifs ne débordent pas trop entre l'encadrant et son thésard ou sa thésarde. Ce sera la fin de mon intervention tout à l'heure, j'y reviendrai et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ça s'inscrirait, je dirais très volontiers, dans le mouvement MeToo, mais c'était avant le mouvement MeToo, c'était surtout peut-être des nuances un peu trop poussées qui ne convenaient peut-être pas forcément à tout le monde.
Alors, en attendant d'arriver à ces dernières extrémités, il parle de l'amitié, de la complicité. Et il précise tout de suite d'une complicité cognitive et épistémologique. Donc là, on se place bien du côté de la thèse, une relation de compagnon, une dimension affective et amicale, où également on peut partager des angoisses, dit-il. Pour autant, il n'exclut pas que le parcours, bien que amical et bienveillant et empathique, laisse la place à des inattendus, qui sont les inattendus de tout trajet de vie. Il en cite quelques-uns. Des ruptures affectives, le côté imprévisible de la vie. Il y a évidemment le deuil là-dedans. Alors moi-même, j'ai vécu quelque chose d'assez étonnant avec mon directeur de thèse, qui ne m'est pas arrivé à moi, mais à lui. Il s'est retrouvé en garde à vue, embastillé, le temps de son procès, et il a fallu, c'était juste un an avant ma soutenance, que je trouve un nouveau directeur. Donc en fait, en réalité, ça peut jouer des deux côtés, hein, cette histoire-là. Alors, je tourne les pages. J'arrive bientôt au bout, rassurez-vous. Alors après, il parle également de la question du transfert. Donc là, on est un petit peu plus dans la question de la psychanalyse, de l'image de père, de la représentation, de l'identification, la dimension transférentielle. Donc on est toujours dans l'émotionnel, dans le psychique, le psychologique. Il va même jusqu'à évoquer l'image du maître spirituel. Bon, ça, c'est quelque chose qui lui convenait tout à fait particulièrement bien, cette position un peu de sage dans l'attitude, dans les paroles, dans la mentalité, dans l'accompagnement. Et puis, il dit quelque chose, je reviens un peu aux aspects techniques, il cite des collègues qui, à son époque, où il écrit avant l'an 2000, dirigent 50 thèses. Alors, ça paraît monstrueux, et je pense que ça l'était, et ça a vraiment existé. Évidemment, suivre 50 thèses, alors il le disait un peu avant, c'est un accompagnement de 4 ou 5 ans. Alors maintenant, c'est limité à 3, mais quand même, c'est juste pas possible. Donc il y a des textes maintenant qui restreignent, je crois que c'est 4, je suis plus en nombre pour des thèses à taux plein, 100%, et la norme, c'est devenu 3 ans. Sous conditions justifiées, par exemple, cumul d'emploi, demander une 4e, voire une 5e année, mais on n'est plus à 7 ans ou 8 ans, comme ça pouvait exister parfois à son époque, et encore avant, lorsqu'on avait la thèse d'État qui continuait à exister encore avec le nouveau régime des thèses tel qu'on l'a connu ensuite, et tel qu'il est devenu maintenant. Dans tous les cas, alors ça j'ai beaucoup aimé, l'accompagnement de recherche est une sorte de processus de connaissance de soi. Et là, il faut le comprendre. Enfin, moi, je le comprends aussi bien pour le thésard que pour l'encadrant. Et puis après, il y avait la question assez technique également de la composition du jury de soutenance que je ne vais pas développer maintenant, ça nous emmènerait un petit peu trop loin. Il écrit également « Je reste très fixé au présent ». Donc ça, c'est très krishnamurtien aussi, ça, hein, et puis qu'on retrouve dans d'autres philosophies dont il était adepte. Toujours dans les difficultés, après la soutenance et la composition, il rappelle qu'il faut que le jury renvoie son procès-verbal de soutenance, qui sera compilé, signé par tout le monde, et que des fois, ça peut être très long. Et il cite le cas de quelqu'un, 2 ans après, il n'avait toujours pas eu son PV, son procès-verbal de soutenance, donc il n'avait pas son diplôme, et donc il ne pouvait pas postuler sur des postes de maître de conférence. Alors, heureusement, c'est assez rare, mais malheureusement, ça fait partie aussi des surprises. Elles sont pendant, mais elles peuvent être également le jour de la soutenance, lorsque d'un seul coup, 2 membres du jury vont se battre au travers du candidat interposé, et puis après. Voilà, et c'est ensuite qu'il parle de thèse de 4 ou 5 ans. J'en suis presque à la fin. Et puis, je vais terminer comme j'ai commencé. On va revenir au phénomène amoureux, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, fréquenter quelqu'un pendant très longtemps, 4-5 ans, des fois presque vivre avec, mon garant
m'a invité chez lui un week-end complet, il m'a fait à manger, et je sais qu'il faisait pareil avec d'autres, et ça nous amenait jusqu'à Point d'Or. Donc, effectivement, quelque chose de fort peut se lier entre les personnes, et comme il le dit, il y a aussi l'amour d'un objet commun. Il faut comprendre par ça, bien sûr, l'objet de recherche. Tout cela déborde de la connivence, et donc finalement, peut-être des risques, et c'est la dernière phrase de son article, prendre des risques, tu prends des risques, et dans les risques, il y a les risques libidinaux. Voilà, alors je ne voudrais bien sûr pas tout ramener uniquement à cette dimension-là, mais je sais que à Paris 8, où il était en poste, la question du lien entre l'adulte consentant revenait périodiquement dans les discussions du bureau des enseignants. Jusqu'où peut-on aller dans une relation personnelle avec les personnes qui s'inscrivent et qui passent quelques années dans l'université. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. C'était mon petit retentissement par rapport à ce texte que j'ai trouvé très par rapport à toutes les qualités que j'ai pu et le contexte que j'ai pu évoquer. Merci à vous. Merci Florent. Alors donc je vais reprendre la parole rapidement, mais je vais essayer d'abréger et de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que normalement il devrait être parmi nous, mais je pense on est moins nombreux que d'habitude à cause de l'heure, je pense, et aussi à cause des événements ultra récents d'il y a une demi-heure, avec la chute du Premier ministre, dont on espère qu'il se remettra. Et donc, pourquoi je disais ça? Oui, pour rebondir sur la dernière partie de ton intro, Florent, tu parles de l'affectif, parce que Mohamed Meliani, donc oui, voilà, qui devait être avec nous ce soir, qui est maître de comptabilité à l'université à Jules Verne à Amiens, a fait un entretien avec René Barbier après 1999, c'est-à-dire après celui dont tu viens de faire, auquel tu as fait allusion. Il a dû le faire dans les années 2005, quelque chose comme ça. J'ai relu en entier cette interview réalisée par Mohamed Meliani, qui est paru d'ailleurs, si ça vous intéresse, dans un livre vraiment intéressant qui s'appelle Le roman d'un chercheur, suivi de paroles d'accompagnement. Donc, et c'est paru chez l'Harmattan en 2015. Et là, on a une série d'entretiens avec des directeurs de recherche, dont de mémoire Gaston Pinault, André de Péry, René Barbier, Guy Berger, Georges Vigarello. Enfin, il y en a une dizaine. Et c'est intéressant parce qu'ils leur posent sensiblement les mêmes questions. Et c'est intéressant de voir comment ils réagissent chacun. Ce sont des entretiens individuels, hein, pas des entretiens de groupe. Mais de voir comment ils réagissent, Bernard Charlot également, qui est parmi eux, comment ils réagissent chacun en fonction de leur habitus universitaire à de mêmes questions. Il trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc, dans cette interview qu'il a fait de René Barbier quelques années après celui qui vient d'être évoqué, ben, on ne trouve pas énormément de différence. On trouve peut-être un René Barbier un peu plus remonté contre les instances universitaires, colloques, contre les revues dans lesquelles il faut absolument être, tout ce qu'il appelle la mousse, la frime universitaire, quoi. Il est encore plus remonté contre ça, et c'est peut-être le fait qu'il arrive proche de la retraite. Il déclare aussi que maintenant, il se retire quasiment du troisième cycle, qu'il ne veut plus enseigner en troisième cycle, que ce qui est intéressant, c'est d'enseigner avec les deuxièmes cycles plutôt qu'avec les troisièmes, parce que ce qu'il voit vraiment changer, et ce à quoi tu as fait allusion rapidement, Florent, c'est l'environnement de l'étudiant. Avec de plus en plus de boulot en DEA, de plus en plus de cours qu'il juge sur le plan complètement inutile ou pas bon. Et donc, il ne sait bien ce qu'il va faire là-dedans. Et donc, il s'en retire peu à peu, dit-il. Cela dit, en même temps, il conserve de thésard en cours de thèse et en fin de parcours, quoi. Alors, et il met l'accent donc sur ce que tu disais tout à la fin, sur le chapitre affectif, de l'affectivité. Alors, du point de vue de l'amitié, du point de vue de la fraternité qu'il peut y avoir aussi parfois avec son directeur de recherche,
quand on traverse de mauvaises passes avec lui. Pas forcément s'il se retrouve en prison, mais dans d'autres circonstances. Et sur cette activité, une des particularités de René, mais ce n'est pas le seul à avoir été comme ça dans le monde universitaire, loin de là, c'est d'avoir épousé une de ses thésardes. Ah, donc, ils se sont mariés ensemble. Donc, l'affectivité, effectivement, ça existe jusque sur le plan, sur le registre amoureux et même conjugal. Donc voilà. Sa femme, d'ailleurs, qui fait partie de l'équipe du journal des chercheurs aujourd'hui, hein, faut l'oublier. Et je pense juste une annonce pour elle, très très vite. Elle voudrait donner de nombreux livres de René qui lui restent, et elle en a trop. Elle voudrait vraiment les donner à des personnes que ça intéresse. Alors, si vous en connaissez ou vous-même, si vous avez envie d'acquérir gratuitement, naturellement, des livres très très intéressants dans tous les domaines qui pouvaient être relevés de l'intérêt de René Barbier, depuis la poésie jusqu'à la psychosociologie, en passant par le taoïsme, le bouddhisme, et j'en passe, c'est des meilleurs, eh bien, voilà, l'appel est lancé, et même pour autour de vous, si vous entendez parler, ça, je crois que c'est bien son ex-épouse. Donc voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le texte recueilli par Mohamed Meliani, puisqu'il reprend en grande partie ce que tu as dit. Par contre, pour ne pas la trahir, je lui avais dit que je le ferais. Je vais vous lire un page et demie de texte de Joël Macrez, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Si ça ne vous ennuie pas, 5-6 minutes. Mais ça campe, et avant de laisser la parole à Agnès, à Philippe, eh bien, ça campe bien le rapport thésard directeur de recherche, enfin au moins ce qu'elle a vécu avec René Barbier. Alors donc, elle a intitulé son texte, Joël, Le style René Barbier comme directeur de recherche. Repense, et elle m'a communiqué ce texte le 2 novembre 24, hein, donc c'est très récent. À René Barbier, qui fut mon directeur de recherche et un maître éducateur pendant mes études de doctorat en éducation, me fait faire un bond dans le passé de plus de 20 ans. Cela me perturbe un peu, ouais, c'est ce que je lui avais demandé. Le texte est bien, vous allez voir. Ce retour vers le passé, car depuis ma soutenance de thèse, je n'ai plus revu René Barbier. Depuis sa soutenance de thèse, hein, ça doit être dans les années 2003-2004, quelque chose comme ça peut-être. Et je me suis surtout concentré sur le présent. Ma recherche après la thèse a été de vivre et d'expérimenter l'instant présent plutôt que de me projeter dans le futur ou d'être sans cesse dans les souvenirs du passé. J'ai été touché cependant lorsque j'ai appris son décès en 2017. Si je ferme les yeux et que je prononce le nom de ce maître éducateur, ce qui me vient spontanément, ce sont les mots, rigueur, exigence, autorisation, liberté, séduction et audace. Je revois ce grand et fort bonhomme qui m'impressionnait autant que par son physique que par sa réputation. Physiquement, j'étais toute petite et je me sentais tellement face à son savoir. Pourtant, durant les premières années d'université, j'avais entendu parler de lui. J'avais aussi suivi ses enseignements, notamment, j'ai été très vite intégré à son groupe de recherche sur Krishnamurti. Là, Agnès, tu te rappelles peut-être de Joël. Et je savais donc qu'il n'y avait que lui pour accepter un sujet de thèse tel que le mien, parce qu'il était différent et qu'il s'intéressait au domaine du spirituel. Ma recherche de doctorat traitait d'un sujet inédit et marginal en sciences de l'éducation. Comment chemine-t-on vers une élévation de sa conscience et vers une ouverture spirituelle? Il n'a pas accepté tout de suite d'être mon directeur de recherche. Il a d'abord exigé que je fasse mes preuves, que je lui présente un argumentaire sur ce que j'avais à faire. J'ai réussi à lui prouver ma détermination, mon engagement et mon profond désir de réussir. Il a accepté mon sujet, et mon sujet est devenu l'autorisation noétique. Deux points. Par quel cheminement parvient-on à mieux être? En résumant mon travail
sortira plus tard aux éditions Guy et Daniel, s'intitulera « S'autoriser à cheminer vers soi ». René Barbier m'a poussé à cheminer et je suis vraiment, et m'a autorisé à faire éclater le carcan des conditionnements, des préjugés et des croyances. Il m'a donné la force de dépasser mes peurs et mes doutes, car il croyait en moi et acceptait que mon travail soit multiréférentiel, dérangeant, très dérangeant, en sciences de l'éducation et en dehors de ce qui était établi. Je n'ai pas eu beaucoup d'intimité avec lui. Quelques réunions de travail durant lesquelles quelques conseils, mais surtout me demandait d'élargir toujours plus le champ de mes recherches et de mes investigations. J'étais passionné et j'élargissais les efforts et j'ai énormément, répondant à toutes ces demandes sans gester. La chance René là quand même. Du coup, je me suis un peu perdu dans la méthodologie au moment de mettre en cohérence toute cette connaissance transdisciplinaire. J'ai eu la chance d'avoir sur ma route un professeur de méthodologie exceptionnel qui m'a bien accompagné et aidé à réussir ce tour de route. René m'a permis la transcendance des disciplines, l'audace face à l'autorité établie, la découverte. Il m'a autorisé à parler de psychospiritualité en sciences de l'éducation à une époque où ça ne se faisait pas et où le spirituel n'existait pas vraiment. Il m'a soutenu face aux professeurs qui se moquaient et de lui. Je me souviens dans un restaurant proche de la fac pour discuter de mon travail. Nous avions croisé des professeurs de philosophie qui s'étaient moqués de nous lorsqu'ils avaient demandé le sujet de ma thèse. Ils avaient été à la limite de l'humiliation. Cela m'avait ébranlé, mais René, imperturbable, était resté détaché. Il m'avait dit alors que je leur parlais de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Du coup, j'avais bien compris le sens de la phrase de Jung que j'étudiais à cette époque. Citation. La plus grande injure que l'on fait à un homme, c'est de lui parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Fin de la citation. Et effectivement, l'expérience spirituelle ne peut pas être comprise intellectuellement si on ne l'a pas vécue de l'intérieur. Pour la il faut l'expérience. J'arrive bientôt à la fin. Le style René Barbier était provoquant car parler des processus d'ouverture de la conscience et de l'expérience spirituelle en sciences de l'éducation était comme innovateur à cette époque. Il était dans le moule universitaire tout en étant marginal et c'est pourquoi il était aussi d'être très exigeant. Il fallait que ma thèse soit très rigoureuse, à la limite d'une seule discipline, dans le sens linéaire, mais avec des sauts dans le sens non rationnel, ouvrant au dépassement des croyances et de ce qui est établi, et dans le même temps totalement rationnel et recevable à l'idée. La professeure trouvait qu'il m'en demandait beaucoup trop. Elle n'était pas contente de son style, et du coup n'acceptera pas de faire partie du jury de ma thèse. Avec le recul, je crois que son style, c'était de pousser l'étudiant à la possibilité. Il m'a permis de donner le meilleur de moi-même, jusqu'au bout de ce que je voulais exprimer, et une ouverture vers une pédagogie de l'éveil spirituel. Paragraphe encore. La traversée n'a pas de tout repos. Je me souviens d'une unité d'enseignement sur Krishnamurti, durant laquelle je me suis senti à un moment comme au bord du gouffre. L'enseignement de Krishnamurti, que je ne comprenais pas encore complètement, m'a conduit au bord du vide, d'un vide dans lequel je devais sauter. J'ai exprimé mon ressenti et le mal-être que cela générait en moi à René. Il m'a juste souri et un saute. Je crois que j'ai sauté, que je me suis confronté au vide de ce gouffre et que j'en suis sorti fortifié, grandi et transformé pour toute mon existence. Et c'est donc signé Joël Macrez Morel. Voilà. Donc, elle ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Et je pense que son texte l'a fait quand même être un peu avec nous du coup. Alors, je vais me taire, j'ai beaucoup trop parlé et lu. Alors, Philippe, Agnès, envie de prendre la parole pour témoigner à votre tour?
Je veux bien commencer ou Agnès, n'importe. Ben, puisque tu as pris la parole, je te laisse la Bon, bah, alors parole. je démarre. Mais alors, faut pas que je sois trop long. Comme il est déjà 9h15, ouais. Bon, genre quoi, un quart d'heure? Un quart d'heure, c'est bon? Ouais. Oui, oui. Euh, bon, j'ai préparé un petit topo, hein, mais bon, c'est pas une communication académique ou universitaire du tout, hein, mais j'ai quand même réfléchi un peu bah, au style d'accompagnement de René Barbier dans le cadre du doctorat. Donc oui, c'est pas un topo académique, c'est plutôt sur le mode d'une conversation amicale, conversation sentimentale, pour reprendre un peu l'idée d'éducation sentimentale sur laquelle tu travailles, Christian, notamment. Bon, alors René Barbier, ça a été dit, hein, mais il accordait beaucoup d'importance à cette dimension la dimension sensible ou affective de l'éducation et de la formation et aussi de la recherche. Il développe ça notamment dans l'approche transversale, hein. Il y a vraiment tout un chapitre qui porte sur la sensibilité ou l'affectivité. Bon, alors aujourd'hui, c'est quand même bien développé, hein, toutes ces questions de la sensibilité, de l'émotion dans l'éducation, c'est rentré dans l'institution, hein, mais ce n'était pas le cas quand même il y a 20 ans. Il y a plein de recherches sur les émotions, les apprentissages, la gestion des émotions, ça fait partie des programmes à l'école primaire, par exemple. Donc cette dimension-là, elle est largement prise en compte. Mais bon, ce n'était pas tout à fait le cas avant. Donc, ce que je voudrais faire, c'est juste partager des souvenirs, des petits gestes, des petits faits, vraiment des anecdotes, hein, en fait, hein. Donc, ça va être assez personnel, hein, comme compte rendu. Et je pense que les anecdotes, d'ailleurs, au passage, il peut y avoir quelque chose de vraiment d'essentiel dans les anecdotes. Souvent, on considère les anecdotes comme quelque chose de superficiel, mais je ne crois pas. Et il peut y avoir quelque chose qui relève de la manière d'être, de la manière de vivre, dans des toutes petites choses, des petites anecdotes, des petits gestes dans la vie de tous les jours et dans la vie ordinaire, banale. Voilà. Bon, alors, pour théoriser un peu, je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est ce qu'on appelle, c'est ce que le graphème. Le graphème, c'est un petit geste dans la quotidienne, mais qui relève finalement de quelque chose d'essentiel. Voilà. Voilà, je voulais dire un peu quelques remarques au préalable sur le style de ce que je vais dire. Alors, déjà, comment j'ai rencontré René Barbier, hein, pour faire un peu d'histoire. Je l'ai rencontré au début des années 2000, donc ça commence à être une histoire ancienne, hein, ça fait 20 ans. Donc ça oblige à faire un peu un retour sur soi, un retour sur le passé, c'est assez étrange. Donc c'est début 2000, c'est là où j'ai commencé à enseigner à l'UFM, donc dans la formation des enseignants. Et c'est là où j'ai commencé à avoir une idée de recherche, un peu sous la forme d'un flash, qui porterait sur les relations entre éducation et spiritualité. Voilà. Parce que j'étais dans la formation des enseignants, donc directement concerné par l'éducation, et parce que de manière personnelle, mais c'était vraiment en dehors de l'institution ou du côté professionnel, je développais un intérêt très fort pour différentes spiritualités. Donc voilà, je voulais faire quelque chose sur l'éducation et spiritualité. Et puis comme par hasard, à peu près au même moment, je tombe sur un bouquin dirigé par René Barbier qui s'appelait Éducation et sagesse, aux éditions Albin Michel, d'une collection qui s'appelle Question 2, qui n'existe plus. Et là, je me dis, mince, ce sujet complètement aberrant auquel je pense, il y a quelqu'un qui s'y intéresse et quelqu'un qui s'y intéresse dans le milieu universitaire. Voilà. Ça fait tilt, une espèce de synchronicité un peu des moments. Et j'ai décidé de faire un doctorat avec René Barbier. Et puis dans ma tête, c'était soit je fais un doctorat avec René Barbier, c'était assez clair et assez radical. Donc je l'ai contacté en faisant une longue lettre pour expliquer mon projet de recherche.
Ensuite, je l'ai rencontré à Paris 8, alors justement à la soutenance de thèse de Joël Macrez, qui portait sur l'autorisation noétique. Et c'est là où je l'ai rencontré pour la première fois. Et alors, pour le coup, avec un accueil très chaleureux, quoi, très amical, très affectif, très direct. Alors que, bon, moi, je débarquais, hein, je connaissais personne à Paris 8, je connaissais pas du tout René Barbier. Et par exemple, pour dire une petite anecdote significative, à la fin de la thèse de Joël Macrez, il a fait une photo de groupe avec Joël Macrez et puis ses doctorants ou ses étudiants. Et il m'a tout de suite intégré. Et il m'a pris par l'épaule, puis il a dit viens sur la photo. Moi, j'étais un peu à part, un peu intimidé, puis un peu étranger à tout ça. Et il m'a intégré tout de suite dans ce groupe de recherche et ce groupe d'amitié, en fin de compte. Voilà. Donc, comme quoi, pour lui, la recherche, c'était pas seulement quelque chose de purement académique, mais aussi une espèce de communauté de sensibilité, une communauté d'affinité, une communauté de référence, voilà. Avec des affinités électives sur des objets de recherche particuliers. Voilà. On ne faisait pas une thèse, à mon avis, par hasard avec René Barbier. Il fallait qu'il y ait une affinité assez profonde. Voilà. Donc la recherche, oui, c'est souvent vu comme un travail un peu solitaire, mais il y avait une dimension un peu collective, une dimension de groupe, avec des liens de sympathie au sens fort du terme entre les personnes. Mais une sympathie qui passe par un objet de recherche un peu commun. Ouais. Il y avait, ouais, ça me fait penser un peu à l'époque du romantisme allemand que j'ai beaucoup lu. La philosophie se faisait en groupe, par amitié. C'était une symphilosophie, une philosophie avec une sympathie, voilà, avec des résonances entre les personnes. Voilà. Donc pour lui, oui, il fallait qu'il y ait des résonances avec les sujets, avec les personnes, et ça a donné du coup une forte implication. Bon, c'est un peu un mot-clé, hein, l'implication chez René Barbier. Il disait souvent je suis impliqué, je m'implique, j'implique. Donc il y avait cette implication qui se faisait dans le milieu de la recherche. Et finalement, oui, on s'impliquait et on marchait ensemble en quelque sorte. C'est pour ça que le terme d'accompagnement, il est pertinent. Ouais. On faisait un chemin ensemble. Quoi. Voilà. Sinon, les séminaires de René Barbier, Florent en a un peu parlé, donc il en faisait assez régulièrement. Pour ma part, c'était le samedi matin, ce qui m'arrangeait bien parce que je pouvais y aller en dehors de mon boulot. Donc j'allais à Paris 8 le samedi matin. Il n'y avait pas vraiment d'ordre de jour très établi, ou alors s'il y en avait un, il était souvent bousculé. Mais c'était des échanges plutôt informels et souvent imprévisibles. Ouais. Il y avait un côté un peu d'improvisation dans sa manière d'enseigner, dans sa manière d'encadrer, et qui mettait en valeur effectivement l'instant présent, le moment présent, l'art de saisir des occasions. Voilà. Bon, tout ça étant, à mon avis, très lié à ses lectures, à ses centres d'intérêt. Cette idée de l'instant qui surgit, qui apparaît neuf, c'est ce qu'on trouve chez Krishnamurti, c'est ce qu'on trouve chez Lao Tzu, c'est ce qu'on trouve chez Jean Kelevitch, en fait, chez plein de philosophes ou de sages. Hein, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour lui, ce n'était pas uniquement de la théorie, c'est pas uniquement des lectures abstraites ou intellectuelles. Il mettait tout ça en pratique dans sa manière d'être et dans sa manière de vivre et dans sa manière d'accompagner et de former à la recherche. Donc il y avait une grande cohérence chez lui qui était vraiment appréciable, parce que souvent, ouais, la théorie et la pratique, il y a une espèce d'abîme entre les deux. Là, il y avait vraiment une cohésion ouais, vivante, ouais, une espèce de résonance, de cohérence, de congruence. Voilà. Que dire d'autre Alors, je me souviens qu'à un moment donné, en séminaire, il avait dit à propos de la thèse,
Oh, mais il était un peu remonté, hein, souvent, hein. Moi, j'aimais bien ce côté aussi un peu colérique chez René Barbier, qui cassait l'image du sage parfait et toujours dans un état de béatitude. Il était en colère contre l'idée de l'objet parfait d'une thèse. Rechercher la perfection, faire un objet fini. Il disait, mais non, mais il faut arrêter avec ça. Une thèse, c'est un objet imparfait, c'est un objet inachevé. C'est pas important. L'important, c'est ce qu'il va y avoir après ou ce qu'il y aura pendant le processus, mais arrêtez d'être focalisé avec cet objet et de l'idolâtrer. Voilà. Donc, il y avait un côté un peu zen chez lui, en cassant un peu les illusions ou en brisant un peu les égos gentiment, hein, en démythifiant un peu les choses. Voilà. Bon, alors, il y avait un regard un peu aussi assez institutionnel, hein, René, qui est un peu paradoxal parce qu'il était aussi très très impliqué dans l'institution, donc il avait à la fois un pied dedans puis un pied dehors. Et moi j'aimais bien cet art un peu du grand écart qui faisait. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc ma thèse, je l'ai soutenue en 2007. Après la thèse, on a continué à se fréquenter, à se voir. Pour le coup, ce n'était pas du tout un arrêt. Donc, il y a une amitié, je vais dire, qui s'est prolongée, une amitié un peu spirituelle, si je puis dire, hein. J'ai continué à le retrouver dans des cercles de recherche. Alors, au moment de sa retraite, c'était dans ce qui s'appelait le CIRP, donc dans les écoles de commerce de Paris, où il continuait un peu à travailler sur ces thématiques. Il m'a aussi pas mal accompagné au moment de mes démarches auprès du CNU, qui ont été pour moi très très compliquées parce que j'ai choisi un sujet de recherche complètement marginal en sciences d'éducation, complètement atypique. Donc, j'ai eu beaucoup de refus auprès du CNU. Ça l'a assez touché, ces refus. Puis il était assez remonté là-dessus. Je me souviens qu'une fois, il avait écrit à un des rapporteurs qui avait refusé ma qualification pour lui dire ce qu'il en pensait. C'était assez drôle, quoi. Donc, ouais, il aimait bien s'engager et s'impliquer avec toute la part de risque que ça peut comporter. D'ailleurs, au moment même où je vais présenter mon projet de thèse au début 2000, il m'a dit c'est super, hein, ce projet, mais vraiment tu prends des risques. Et je lui dis bah ok, bah, je prends des risques, mais moi je peux pas faire autre chose, donc on y va. Et puis il a dit bon bah ok, bah je t'accompagne, mais il savait bien que il y avait une part de risque assez importante. Et c'est vrai que le texte sur l'accompagnement, là, que j'avais lu d'ailleurs avant de le rencontrer, que j'avais beaucoup apprécié aussi. Et il termine sur cette idée de risque, ouais, alors qui n'est pas juste un risque libidinal, hein, mais qui fait partie un peu de la recherche. Voilà, oser s'engager dans une recherche, oser se confronter à l'imprévu, se confronter à l'inconnu, voilà. Se confronter aussi à la connaissance de soi et la transformation de soi qu'une recherche peut impliquer aussi. Donc il y avait toute cette dimension-là très globale, très intégrale, qui est assez rare en fin de compte dans le milieu universitaire, hein. Donc je ne regrette rien. Voilà, je vais me taire. Oui, J'ai encore plus le son. Je vois des petits signes. Qu'est-ce qu'il veut dire, Florent? Là, c'est mieux? Ah, D'accord. ça vient, c'est moi. Oui, pour rebondir, la dernière détente de la transformation par la thèse que tu évoquais, effectivement, il termine l'entretien avec Mohamed Mediani, un peu plus tard, donc, sur ce thème de la transformation par la thèse, quoi. Ouais. Quand tu l'as fait à lui,
sur l'accompagnement de l'après-thèse. Ouais, exactement. Dans la quête d'emploi, dans la quête de reconnaissance universitaire, on est là, etc. Pour lui, vraiment, l'accompagnement ne s'arrête pas à la fin de la soutenance. Ne s'arrêtait pas à la fin de la soutenance, continuait ensuite. Oui, tout à fait. Avec ce phénomène de l'après-thèse, c'est un peu le post-partum. On a fini sa thèse, on a fini la soutenance, on a l'impression que il y a un truc qui est plus là, quoi. Il y a un truc qui est parti de soi. Et donc, selon lui, ce moment-là, il faut l'accompagner aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Agnès, si je peux, si on peut nous dire quelques mots de ton expérience à toi. Oui, tout à fait. Alors, donc, moi, je n'ai pas préparé quelque chose sur mes souvenirs d'accompagnement de thèse avec René Barbier parce que je pense que j'avais une posture un petit peu différente. Et particulièrement, j'ai été étonnée quand il disait qu'il y avait des groupes de doctorants qui se réunissaient toutes les 6 semaines pour savoir où ils en sont. Moi, je n'ai pas connu ça. Alors, on avait un groupe de recherche, le grec, où on se voyait régulièrement, une demi-journée, comme le décrivait Philippe. Mais ce n'était pas un accompagnement de la recherche, enfin par rapport à notre objet de recherche, notre problématique, etc. C'était une recherche sur l'enseignement de Krishnamurti. Et donc, que l'on confrontait beaucoup ou qu'on tentait de le faire à une approche universitaire. Et donc, j'ai lu le texte, j'ai lu avec intérêt l'interview de Luc Ridel, dont Florent a fait une très bonne présentation et très complète. Enfin, je crois qu'il a bien ciblé tous les différents aspects qui sont contenus dans ce texte. Et j'ai plutôt été en résonance par rapport à ce texte, par rapport à ce que j'ai connu, ce que je n'ai pas connu, et aussi ce dont René ne parle pas forcément. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait parfois, certainement, que j'y reviendrai. Pour commencer par la fin, donc il y a eu ce texte aussi que tu as lu, Christian, de Joël Macresse. Alors, Joël était effectivement membre du grec. C'est une étudiante qui a eu une ouverture fulgurante dans le domaine spirituel. Donc, je ne développerai pas ici parce que ça touche des aspects un petit peu, comment dire, je trouve pas le mot, mais voilà, c'est pas dans l'ordre de la rationalité. Et donc, cette ouverture, ça a été fait aussi avec beaucoup de difficultés pour elle, mais ça lui a donné une grande capacité à la fois sur le plan cognitif, sur l'acquisition du savoir. Et elle a fait un parcours effectivement très brillant pour la thèse. Et elle a continué après, donc je suis toujours en relation. Enfin, je réponds pas toujours. Parfois, de temps en temps, je fais un petit coucou. Sur comment dire, elle a continué dans le domaine du yoga. Enfin, elle est vraiment allée dans le sens de ce sur quoi elle travaillait. Et donc, le texte de René Barbier, il parle justement de ce qu'il appelle une dérive, de cet aspect quand on s'intéresse à des objets de recherche qui sont proches de la spiritualité, où on est directement concerné, puisqu'il s'agit de connaissance de soi, d'un cheminement personnel, de cette difficulté. Alors moi, je ne parlerai pas de dérive, mais de difficulté, qui est de tenir sur un même plan cette avancée vers un cheminement spirituel et ce qu'on en restitue sur le plan universitaire en termes de rationalité. De le signifier de manière conceptuelle avec une terminologie qui est celle de l'université et du savoir académique. Et la grande difficulté qu'il y avait autour d'approche de Krishnamurti, c'était celle-là. Et donc, on se trouvait face à un choix, est-ce qu'on continue vers soi ou est-ce qu'on reste dans le champ universitaire avec une perspective de parcours, parce que je sais pas, c'est un parcours en cheminement vers l'université, vers la recherche, vers l'enseignement à l'université, etc. Et c'est des choses qui interrogent énormément.
Joëlle, elle a fait son choix, hein, elle est partie, mais elle a malgré tout pu faire cette thèse. Je l'ai d'ailleurs, hein, j'ai à la fois sa thèse ici à la maison et également, j'irai en chercher une copie dans la bibliothèque, également l'ouvrage qu'elle en a sorti suite à ça. Et donc, souvent, alors nous, notre groupe de recherche, on avait beaucoup de personnes qui étaient, voilà, qui penchaient plus du côté de la spiritualité que du côté de l'université. Et l'un d'entre eux, qui était François Favre, qui avait une très bonne élocution et qui connaissait un vaste domaine dans le domaine de la spiritualité, de la gnose, disait souvent, mais René Barbier, il scie la branche sur laquelle il est assis. C'est-à-dire que s'intéresser à quelqu'un comme Krishnamurti qui remet complètement en question le rôle de la pensée, forcément, c'est pas toujours compatible avec une approche académique, universitaire, basée sur des concepts. Et le langage, si on écoute en fait, si on prête attention au langage, il y a Yvon Achard qui a écrit un ouvrage sur le langage de Krishnamurti. Si on prête attention à la manière dont s'expriment ces personnes qui ont cheminé vers elles-mêmes, qui ont développé cette dimension de connaissance de soi, le langage n'est plus le même. Je prendrais pour exemple Fabrice Midal, que j'écoute beaucoup en ce moment, qui a fait une thèse en philosophie, qui est très proche du bouddhisme. C'est un proche de Mathieu Ricard, et puis il a beaucoup suivi aussi les enseignements de Shungai Trungpa après sa mort, parce qu'il ne l'a pas connu de son vivant, mais qui allait très loin de ce côté-là, et qui maintenant donne des formations, a créé une école de méditation à Paris. Et il a créé une édition aussi. Alors, c'est très intéressant parce qu'il interviewe beaucoup de personnes qui sont dans son univers, mais dans des univers croisés, comme par exemple l'école de Palo Alto. Il a interviewé, en fait, celui qui est à l'origine, alors je ne me rappelle plus son nom, avec Václavic, les injonctions paradoxales, et donc voilà, donc je peux retrouver ça, mais je ne l'ai pas tout là sur la main, le nom ne me revient pas. Et d'autres personnes aussi qui sont dans le champ de l'éducation, de la psychothérapie, et parfois dans un domaine complètement différent. Mais le langage, parce que lui s'adresse à tout public, le langage qu'il adopte est différent. Il n'est plus conceptuel, il est basé sur de l'expérientiel. Et donc c'est ça donc cet aspect qui était très difficile à concilier entre une posture universitaire et une posture dans le domaine de la spiritualité est de cet ordre-là. Alors pour ma part, parce que effectivement l'allusion qu'il fait à cette étudiante qui s'intéresse au bouddhisme, je pense que c'est moi, parce qu'il n'y en avait pas 50 dans l'université de cet ordre-là. C'est pas uniquement pour cette raison que je n'ai pas rédigé ma thèse. Il y avait deux aspects. C'était une question de maturité, donc qu'il évoque également. C'est-à-dire que moi, j'avais pas 30 ans à cette époque-là, j'avais autour de 28 ans. J'avais choisi un sujet de thèse, c'était après avoir fait mon débat sur les parcours et cheminements d'étudiants à l'université avec Bernard Charlot, mais que j'avais déjà quitté pour aller plus ou moins, j'étais plus intéressée par ce que faisait René Barbier, Jacques Ardoineau, René Laureau. J'avais choisi une thèse sur les cheminements de vie autour de la question « Qu'est-ce que vivre ?» Et donc, cette question, ce sujet était, le manque de maturité, c'est que j'étais débordée par mon sujet. Je ne pouvais pas suffisamment avoir du recul pour à la fois faire des entretiens avec des personnes et expliquer, en fait, faire une espèce de modélisation ou expliquer qu'est-ce qu'un cheminement de vie, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne, c'est ce que je voulais faire. Et je ne voyais absolument pas par quel bout prendre les choses. Et en fait, René Barbier, qui était quelqu'un, alors ça, on vous l'avait dit à plusieurs repas, à plusieurs endroits de manière différente, mais c'était quelqu'un essentiellement non directif. Donc, il faut le signifier aussi comme tel. Donc, Florent a bien repris
les différents aspects en parlant d'accompagnement à la recherche, Renier l'explique très très bien sur ce fait qu'il ne peut pas obliger un étudiant, etc. Mais cette non-directivité, en fait, peut être un problème, à mon avis, dans certains cas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a quelqu'un qui part dans une dérive, mais comment faire pour raccrocher les deux choses. Et cette question du langage, pour moi, est importante. Parce que je n'étais pas du tout bloquée par la question de l'écriture. Hein. Lui-même le reconnaissait, que je pouvais écrire avec beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité, et c'est toujours le cas. Mais j'étais plutôt bloquée par le langage employé dans lequel je ne me retrouvais pas pour signifier des choses et qui ne convenaient plus tellement. Il y a certainement des thèses qui ont été soutenues de manière différente, dont une avec René Laureau, je crois qu'elle s'appelait Elisabeth, la fille qui a soutenu cette thèse, qui avait une mention très bien avec félicitations du jury et qui avait adopté un autre type de langage. Donc ça me semble être une réflexion importante. Alors, l'autre chose aussi que j'ai découverte et que je n'ai pas forcément rencontrée, c'est cette espèce de contrat avec l'étudiant. Donc, Philippe en a très bien parlé. Venant d'extérieur et n'étant pas et Joël aussi l'a restitué, aussi, comme quoi il avait vraiment au départ mis la barre assez haut, cadré les choses. Et moi, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je sortais de cet univers-là, on me connaissait déjà, je suis passée du DEA à la thèse, mais il n'y a pas eu de... Autant avec Bernard Charlot, quand on s'était rencontrés, bah, il ne me connaissait pas, je venais d'ailleurs, etc. Donc on a fait le point, Bourdieu, etc., tout le corpus qui était le mien. Avec René Barbier, c'était déjà acquis. Bon. Je m'intéressais à Jean Klein, Krishnamurti, donc ok, c'était tout bon. Et du coup, en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu de ce contrat-là m'a peut-être desservi dans le sens. Alors aussi une chose dont je me suis pas du tout rendu compte, c'est la perte, ce qu'il appelle effectivement la perte pour le directeur de recherche, qui lorsqu'il passe du temps avec un étudiant et si ça n'aboutit pas, lui, c'est du temps perdu. Et moi, ça, j'en avais absolument pas conscience du tout. Peut-être que ça aurait été un argument pour plus de rigueur ou quelque chose comme ça. Mais bon, donc voilà, je suis désolée pour lui. Mais à un moment donné, c'est vrai que dans le groupe de recherche, il avait fait un point en disant bon, voilà, il y a des étudiants qui sont là depuis 3 ans, il faut qu'ils prennent une décision, soit ils continuent, soit ils arrêtent. Et puis moi, j'ai dit j'arrête. Ça l'a un peu surpris. Et moi, j'ai ressenti un très fort soulagement en réalité parce que, comme je dis, j'ai laissé la thèse et j'ai continué avec la question toute ma vie durant. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai mis en œuvre dans l'activité qui est la mienne aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui a continué à me porter tout le reste jusqu'à présent. Alors, l'autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est donc il parle beaucoup de la méthodologie, cette dimension d'angoisse qui peut exister chez l'étudiant et que je reconnais complètement parce que moi-même j'avais en fait créé un projet d'accompagnement des étudiants dans leurs études suite à mon DEA parce que je voyais très bien que le DEA, le parcours des étudiants, il y a le parcours et le cheminement et que si on parle que du parcours, on est juste sur le sommet de l'iceberg. C'est-à-dire que oui, on voit qu'ils passent du DUG d'une discipline à une autre, ça change sans arrêt, il y a des échecs. Voilà, on peut décrire des parcours d'étudiants comme ça à l'université. Mais en fait, il y a toute la surface immergée de l'iceberg qui est que, mais qu'est-ce qui se passe pour eux? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Quel rapport ont-ils avec leurs études? Pour les étudiants qui viennent aussi de pays étrangers, notamment les étudiants asiatiques, j'avais reçu Sonmi, la compagne de René, dans le cadre de ses discours. On avait un peu échangé, et bon, ça reste là parce que c'est quelqu'un d'extrêmement discret, mais je me rendais bien compte que c'était
qui avait une part affective qui était lourde à porter pour eux très souvent. Et dans la dimension de recherche, c'est extrêmement important. Quand René Rouleau parle d'implication, c'est vrai qu'on y met réellement une part de soi-même. Et par moments, on est complètement confondu avec son objet de recherche. On ne sait plus du tout faire le tri, qui est qui. Donc, c'est plus un objet qui est extérieur à nous. Il y a une fusion avec l'objet. Effectivement, il le dit. Et donc, cette dimension en fait d'angoisse qui se traduit par la méthodologie, et quand on est dans une approche clinique, je pense que ça apparaît énormément dans les entretiens cliniques de recherche. C'est-à-dire que moi, ça a été le cas pour mon DEA. Quand j'ai fait le premier entretien, j'ai été sidérée. C'est-à-dire que bon, j'avais interviewé un étudiant pratique personnelle. Et c'était extrêmement lourd et ça m'a complètement… je ne savais plus quoi en faire. Bon, j'ai quand même pu, à travers ça, en fait, dégager certains aspects, notamment, je parlais du moteur interne des cheminements de vie. Bon, enfin, bref, on m'avait dit, mais Freud l'a déjà dit, mais enfin, ça reste quand même un point important. Je peux en parler plus précisément. Mais il y a une espèce d'identification à l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes histoires, etc. Mais on est complètement en résonance par rapport à ce qui se passe pour l'autre. Et en fait, cette résonance-là, quand on n'a pas les outils pour la traiter, pour prendre de la distanciation et pour arriver à en parler, ça devient quelque chose qui est difficile à appréhender. Et je pense qu'en termes de méthodologie, j'ai beaucoup travaillé avec Ruth Cohn aussi, qui était une très bonne clinicienne. On pouvait davantage, de ce côté-là, pouvoir aborder ces questions, mais ça me semble être un point vraiment important et à ne pas négliger cette relation vraiment très intime, très personnelle, qui peut se lier même à travers l'entretien de Luc Ridel et René Barbier. Luc Ridel a une position très, très neutre, donc il laisse vraiment René parler. Mais encore, quand on est face à quelqu'un qui peut structurer son discours et son langage, ce n'est pas trop un problème. Mais quand on est face à des personnes pour qui ce n'est pas le cas et qui sont essentiellement dans l'affectivité et dans la difficulté parfois de parler de leur histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est une chose. Et dans l'accompagnement des étudiants, ce que je voulais dire aussi, c'est que René Barbier, qui est sociologue dans cette interview-là, ne parle pas du tout de l'aspect sociologique. Donc, il parle de la psychologie, etc. Mais l'aspect sociologique est extrêmement important parce que, en fait, viennent à l'université des étudiants dont on ne sait pas quels sont leurs milieux, de quel milieu ils sont issus. Est-ce qu'ils ont chez eux des parents qui s'intéressent, ne serait-ce que s'intéresser à ce qu'ils font, comprennent ce qu'ils font, savent ce que c'est que la sociologie, les sciences de l'éducation. Je dis ça, mais moi, personnellement, dans mon parcours, mes parents n'ont jamais compris ce que je faisais, mais jamais. Dans ma famille, si je parle de Krishnamurti, et encore je le fais, mais je ne suis pas prosélyte, et puis j'ai compris, voilà. Maintenant, j'ai plus de maturité pour prendre de la distance et ne plus être… Agnès, si tu nous entends, on a perdu le son à quelques-uns. Là. Agnès, est-ce que tu entends? On a un problème de son avec toi. Mon micro a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Je vais l'enlever. Il s'est arrêté tout seul. Désolée. Ça a coupé à quel moment? Il y a une minute, hein, ça n'a pas été… Oui, je parlais de la sociologie, en fait, de cet aspect sociologique de là où se trouvent les étudiants.
Et je donnais l'exemple quand j'avais rédigé mon mémoire de maîtrise, donc sur la formation des éducateurs spécialisés. Alors, personne ne pouvait comprendre de quoi il s'agissait. J'avais juste mis une épitaphe en entrée issue d'un ouvrage de Bernard Clavel écrit sur la neige. Mon père l'avait lu, ça l'avait beaucoup touché. Il m'a dit, bon, je lis pas le reste parce que je comprends rien, mais au moins ça, c'est joli, c'est bien. Bon. Et donc, comment dire, quand on est dans ce type de parcours-là et qu'on n'a pas de possibilité de regard ou de compréhension, je veux dire, sur le plan familial, et là on est dans la sociologie, pas dans la psychologie, hein. Je ne dis pas les parents, etc., relation père à la mère, c'est pas ça. Mais c'est juste en fait le niveau culturel de la famille. Voilà, donc c'est un petit peu l'aspect que je trouve manquant dans la présentation de René Barbier et qui me semble être important. Alors après, oui, bah alors tout ce qui a été dit, tout ce qu'il dit lui-même sur l'accompagnement de la recherche avec différents mots, accompagnement ou coaching, la relation d'aide, le compagnonnage, accompagner des étudiants en thèse, comment dire, toute cette dimension d'accompagnement est forcément sur des objets qui touchent en fait, où le niveau d'implication est fort. Quand je parle de niveau d'implication, je reprends vraiment le terme de René Laureau, à partir du travail de Jeanne Pafret-Saada sur des mots, des morts, des sorts, hein, l'implication dans le bocage. Et où, comment dire, on s'intéresse d'abord à quelque chose, et puis après, on s'aperçoit que l'on est cette chose-là et que finalement, c'est une part de nous-mêmes qu'on étudie à travers les autres. En fait, c'est un petit peu ça ce qui se joue à travers cette implication. Voilà, donc c'est en gros ce que je voulais dire à partir de ce texte. Je crois que j'ai fait le tour de la question, je vais m'arrêter là. De toute façon, on reprendra si jamais il y a autre chose à dire. Merci Agnès pour pour ces souvenirs, hein, aussi qui m'ont réveillé des choses aussi du coup, hein, avec ce que tu évoquais, qui relève du long terme maintenant, hein, pour le passé. Principalement à l'époque où, je ne sais plus très bien où, René souhaitait vraiment que le grec s'institutionnalise davantage du point de vue universitaire. Par exemple, je me souviens de quelques discussions à ce sujet. Je devais être présent d'ailleurs, sûrement, puisque je m'en souviens, où j'ai lu des comptes rendus, je ne sais plus très bien. Juste un point avant de passer la parole à Florent et puis à d'autres, c'est sur le plan de la sociologie que tu évoquais et de l'univers culturel d'où viennent les étudiants. Souvent des univers culturels où il n'y a pas de culture au départ, de culture au sens universitaire, au sens lettré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de culture du tout, mais au point de vue lettré. René, en fait, lui-même, je pense qu'il devait sentir ça assez bien, non seulement par sa formation de sociologue initiale, mais aussi par sa propre provenance, on avait souvent parlé ensemble, par sa propre provenance familiale. Dans sa famille, il n'y avait pas de culture cultivée du terme. Il n'y avait pas ça. Hein, même la poésie, dont il était friand par ailleurs, ça n'existait quasiment pas dans sa famille. Alors on chantait beaucoup, des airs populaires, des choses comme ça, où il y a quand même la poésie, mais la poésie au sens où il va la pratiquer ensuite devenant, il n'y en a pas, quoi. Donc je pense qu'il devait très bien sentir, en plus à Paris 8, où généralement les gens sont quand même d'une expression tendant plus vers le populaire que vers l'aristocratie, quoi. Je pense qu'il il devait savoir, il devait l'avoir intégré, hein. Bon, il y a un dernier point sur lequel j'aurais aimé poser un petit accent, c'est aussi, après tout ce qu'a dit Philippe, après ce que tu as dit Agnès, c'est aussi le rôle du directeur de recherche pendant les soutenances. C'est important. Et bien, je me souviens avoir vécu avec lui des choses particulières.
soutenance, alors déjà la mienne, la soutenance de thèse, où il a fait un truc qui me surprend encore aujourd'hui. Et puis, mais plutôt dans le bon sens, quoi, plutôt dans le bon sens. Et puis, quand on a fait soutenir en mémoire, à la fois que j'avais dirigé et puis que lui avait dirigé, quoi. Et la première fois que je ne savais plus quoi faire, j'étais jeune maître de conf et, il avait dirigé un mémoire, je ne sais plus, on devait être en maîtrise ou en DEA, je ne sais plus. Et il avait un côté très très rationnel dans ce qu'il disait, pas de la critique du mémoire. J'étais complètement OK avec ça. Et puis d'un seul coup, il évoque un auteur qu'il avait connu et il éclate en sanglots pendant la, pendant la soutenance, quoi, avec du public et tout. Et moi, jeune maître de con, je ne savais absolument plus quoi faire avec le directeur du mémoire qui était aussi mon ancien directeur de recherche. Je fais quoi avec ce type qui se met à fondre en larmes à côté de moi et puis qui n'arrête pas, quoi, qui sort le mouchoir. Et donc, c'était très étonnant. À côté d'une rationalité qu'il avait 2 minutes avant, de tomber dans une hypersensibilité de ce type-là, juste le nom d'un poète ou d'un auteur qui venait de décéder il n'y a pas longtemps. Voilà, je voulais dire aussi, et à l'université, on est aussi à la fois directeur de recherche, mais aussi membre des jurys. Et je crois que la position que l'on prend et ce que l'on dit dans la peau d'un jury, ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup aux yeux de l'impétrant ou de l'impétrante. Voilà, je voulais juste dire ça parce que je vois que le temps file. Et peut-être, Florent, tu veux ajouter des choses. Oh, écoute, moi je suis vraiment ravi de. Ce soir, on était un petit peu en mode discussion autour de la cheminée parce que j'en vois une très belle derrière toi, Agnès, et c'est très très agréable. Peut-être on peut proposer à nos deux participants qui nous ont patiemment et gentiment écoutés depuis le début, s'ils ont envie de faire un petit retentissement ou un petit complément. De partage. Juste par rapport à ce que tu disais avant, Christian, c'est vrai que René disait de lui-même qu'il avait le don des larmes. Alors lui qui était dans une spiritualité laïque, il faisait référence à quelque chose qui touche plutôt des personnes atteintes de sainteté, ce qui ne manque pas de sel, mais probablement, voilà, après on est au-delà des mots. Donc peut-être est-ce que Barbara ou Philippe, j'arrive pas bien à lire ton nom, Lénis, vous avez envie en ouvrant vos micros, de partager quelque chose avant que tranquillement nous nous acheminions à la fin de notre petit séminaire. Et encore un terme religieux, le petit séminaire, en attendant de rentrer dans le grand. Il n'y a aucune obligation de parole. Non, 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 non directif. c'est juste pour le plaisir du partage en commun. Alors, on ne t'entend pas, Philippe, par contre, ton micro est toujours coupé? Ça y est, j'ai trouvé. Là, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais, c'est OK. Ouais, mais écoutez, moi j'ai été très intéressé par les témoignages, les anecdotes. Mais bon, moi je suis d'accord sur le fait que. Moi j'aime beaucoup les anecdotes, donc j'ai été servi ce soir et je vous remercie. Et je suis d'accord sur l'aspect très signifiant des anecdotes. Moi-même, je fonctionne beaucoup à l'anecdote, donc. Et puis, donc moi, ça m'a fait penser, bien sûr, à la fois à l'accompagnement que j'ai reçu, on va dire, ou subi, ou pas reçu d'ailleurs, dans mes démarches universitaires en tant qu'étudiant. Et puis, ça me fait penser aussi, bien sûr, au fait que moi, je suis accompagnateur, plus dans le domaine de la formation professionnelle, donc pour des bilans de compétences, des VAE, tout ça. Donc hier, par exemple, j'étais content parce que quelqu'un que j'ai accompagné assez longuement, mais je ne l'ai pas lâché parce qu'il voulait arrêter, a réussi brillamment une VAE pour une licence en maintenance industrielle. Alors, c'est pas du tout rapport avec les sciences humaines, mais bon, en même temps,
Finalement, si. Et bon, donc voilà, tout ça pour dire que ça me parle, la question de l'accompagnement. Et que moi, je suis intéressé par ce qu'a dit Agnès sur sa démarche de justement faire une recherche sur l'accompagnement. Parce que moi, j'ai pensé, dès que j'étais arrivé à Paris 8, j'avais proposé à mon accompagnateur, on va dire au directeur du mémoire de l'époque, de travailler sur une méthode d'accompagnement parce que je trouvais que qu'on était tous. En plus, je faisais ça par correspondance, donc on était tout seul. C'était pas évident au niveau du mémoire. Si on n'avait jamais fait de mémoire, parce que si on a l'expérience déjà, bon, c'est pas pareil, mais quand on n'a jamais fait de mémoire, c'est quand même un truc pas du tout évident, quoi. Hein. Et donc, moi, j'avoue que j'ai été assez perdu, enfin, donc j'ai été sensible à ce qu'a dit Agnès, mais je me dis comment aujourd'hui on peut justement capitaliser sur l'apport de René Barbier, parce que j'aurais bien aimé avoir René Barbier comme directeur de mémoire. Ah, mais j'aurais bien aimé. Enfin, je l'ai connu, mais parce que je suis allé à des interventions qu'il avait faites avant qu'il décède, mais je ne l'ai pas eu, bien, je ne l'ai pas eu. Parce que, enfin bon, c'est vrai que ce que je trouve remarquable, c'est le fait d'allier bon, ça a été dit, hein, à la fois l'exigence universitaire et en même temps la bienveillance, l'originalité. Bon, il y en a qui ont même parlé de marginalité. Et bon, cette convergence entre le conceptuel, l'expérientiel, bon, moi je trouve que c'est vraiment ça qui devrait être au cœur de notre, enfin, des démarches aujourd'hui, quoi, pour aider. Alors, à la fois parce que on est quand même dans une situation où il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent à l'université qui arrêtent. Les décrocheurs, ça reste énorme. Hein, on en parle depuis des années, voire même peut-être des décennies de ce phénomène. Et donc, pourquoi on ne met pas en place des dispositifs humains, justement? Donc voilà, tout ça me passionne également et j'étais content de vous entendre. Très bien, merci, merci Je beaucoup. peux juste vous dire, Philippe. Vas-y, question. si je peux juste vous dire un mot pour la rencontre avec René Barbier, qui aujourd'hui, bien sûr, n'est plus possible. Le journal des chercheurs est de plus en plus alimenté de vidéos et d'audio et de podcasts audio où on peut encore le rencontrer, bien sûr, c'est énorme. Mais ça donne une petite idée pour ceux qui ne l'ont pas connu de ce qu'il pouvait être en tant qu'intervenant. Actuellement, on a près de 70 vidéos et presque autant d'heures sur le journal des chercheurs. Et puis, on doit en être à peu près 80 podcasts avec des prises de parole de René Barbier. Donc, ça donne une idée de ce que pouvait être le personnage, même si l'audio est là, ne sera jamais compte complètement d'un individu naturellement. Alors, ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Christian, parce que pour moi, avec du recul, c'est assez étonnant qu'on parle de cette façon de René Barbier, parce que, alors déjà, dans le grec, il y a certaines personnes qui disaient « Oh, toi, avec tes groupies », c'est-à-dire qu'il aimait bien cette position peut-être de sage, etc. Mais alors moi, j'ai jamais eu ce type de relation avec lui, de vénération ou quoi que ce soit. Je l'ai toujours vu tel qu'il était. D'ailleurs, souvent dans les rares fois où je l'ai vu pour un entretien en fait concernant ma recherche, il parlait de lui. Donc bon voilà, c'est comme ça pour moi. Je pense que ça devait se jouer comme ça. Mais quand il a fait le colloque sur Jacques Ardoineau lui avait dit « Ah, tu fais un colloque sur moi parce que tu voudrais bien qu'on en fasse un sur toi. » Donc, c'est assez étonnant qu'après son décès, en fait, on
on rassemble tous ces écrits et je pense que c'est bien. Bon, et grâce à toi, Agnès, on Florent, aura peut-être le courage de numériser quelques-unes des cassettes du grec, effectivement, pour augmenter encore plus la base audio. Et peut-être que dans un futur pas si lointain que ça, on en parlait avec Christian quand on s'est vu encore pas plus tard qu'hier, nourrir une IA avec toute une base de données, des textes, des livres, des articles, et puis soyons fous, des images et de l'audio pour créer un René virtuel avatar qui nous permettra un accompagnement à chacun individualisé en temps réel avec ses expressions, ses tics et ses larmes. Écoute, on est peut-être juste à la veille de ça, hein, et on verra bien ce que ça donne. Est-ce que l'IA est capable de pleurer? On va en faire un sujet de thèse. en tout cas, il faudrait, pour pas tomber dans la géographie, que l'IA soit capable aussi de restituer quelques-uns des données, quand même. Il en avait en tant que directeur de recherche, et puis en tant qu'homme tout court, comme nous tous chacun. Hein, donc, ce serait important que l'IA rende compte de ça. Mais je ne sais pas comment, puisque le journal des chercheurs, avec tout ce qu'on met dessus, va plutôt dans le sens d'un éloge. Tu vois, Oui. donc, ce qu'il aurait peut-être pas aimé tant que ça, d'ailleurs. Hein. Il faudrait qu'elle rende compte de quoi? Excuse-moi, ça a coupé quand tu Oui, as dit. j'ai pas compris non plus. Rendre compte aussi des défauts qui Des étaient défauts. sur Des défauts. Barbier. Des J'avais défauts, compris. naturellement. Même en tant que directeur de recherche, hein, d'ailleurs. Hein. Moi, je n'ai pas eu à me plaindre de lui en tant que directeur de recherche, puisqu'il m'a laissé faire absolument ce que je voulais. Mais, Oui, oui, mais justement, ça je peut n'avais poser pas du problème tout, en pour fait. ceux qui veulent pas être trop libres et être. Ouais, ouais. Moi, j'ai à peine été encadré, hein. Il m'a laissé faire ce que je voulais, et puis de temps en temps, il y avait des petits retours, mais en fait, j'ai fait ma thèse tout seul, mais ça me convenait très bien. Et Ça pour convient pas à tout le monde, hein. C'est une posture quand même un peu curieuse. Trouver le juste milieu, je ne sais pas qu'est-ce que ça serait. C'est pour ça qu'il faut de l'informel aussi, parce que si on met trop la pression, effectivement, ça devient pas très supportable. Mais si on ne les met pas du tout, ou si… Oui, il parle du coaching. Ouais. Coaching, ça peut fonctionner dans certains cas de figure. Voilà. on en Mais, revient. étant dit, moi, j'ai pas de regrets. Enfin, pour moi, faire une thèse ne m'aurait pas servi à grand chose. En fait, comme tu disais, Christian, hein, c'est pas par rapport à qui je suis, quelle est ma personnalité en réalité. Hein, c'est plutôt ça. Je pense qu'enseigner à l'université, c'était pas mon truc. J'étais pas à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai traversé tout ce parcours, en fait, tout ce passage-là de cette façon-là. Mais une chose est sûre, c'est que tous ces apprentissages-là, je les ai mis en œuvre dans mon activité. Et c'est vrai que cette écoute qu'on peut développer, en fait, en écoutant les autres, en vous écoutant, est toujours importante et produit son effet, en fait, quand on accueille des personnes. On a comment dire, on a un entraînement qui se fait naturellement. Agnès, tu étais dans la relation de soins ou en fait, comment ça t'a nourri par la suite, ce dont tu parles là? Alors, moi, j'ai une activité de chambre d'hôte, tout simplement, mais alors je ne suis pas une chambre d'hôte ordinaire proche de l'hôtellerie, je suis plutôt dans l'écoute des personnes. Donc, je passe souvent du temps, 1 heure, 2 heures le matin, à écouter, racontent leur vie, racontent des choses, Barnier qui a été viré, ça peut. Et en fait, j'ai souvent l'habitude de dire, j'ai la France entière au petit déjeuner. Et pour moi, en fait, cette écoute, cette pratique de l'écoute
me permet toujours d'appréhender les personnes dans leur arrière-plan, pas uniquement dans les quelques lignes, les quelques mots formels qu'elles disent, mais de saisir leur univers culturel, de savoir d'où elles parlent. Jacques Ardoineau, notamment, a été très fort pour ça. À partir de quelques mots, il pouvait tout de suite arriver à l'essentiel. Hein. Cette écoute un petit peu pointue, aussi du langage, de la façon dont les choses sont formulées. Et donc, je me dis que ça m'a toujours servi dans ce que je faisais, quoi. Ça m'a donné une capacité de saisir les personnes là où elles sont, de bien les saisir dans leur univers et de comprendre. Merci, merci Agnès. Peut-être juste un dernier complément qui n'a pas été évoqué, puis après, Christian, je te laisserai clore notre rencontre. Juste pour revenir sur ce qui a été dit juste avant, par rapport à l'encadrement, trop d'encadrement, pas assez d'encadrement, donc beaucoup de liberté d'un côté, etc. Je me souviens, Christian, t'avoir dit que, et comme ça n'a pas été dit ce soir, c'est pour ça que je voulais le rappeler, il lisait intégralement tous les écrits de ses étudiants, y compris des mémoires. Et non seulement il les lisait, tu avais dit, mais il les a notés, il les griffonnait. Et quand tu étais jeune maître de conf, ou toi-même, face à cette montagne de lecture dont nous sommes en permanence submergés, d'évaluation, tu avais été impressionné par ça. Et peut-être qu'après, il en rendait compte ou pas, mais en tout cas, lui, il faisait ce travail absolu d'un accompagnement très proche, même si peut-être ça ne se voyait pas toujours du point de vue des étudiants. Me semble-t-il. Hein. Alors, moi, une fois, je l'ai croisé dans un couloir, il était complètement catastrophé parce qu'il m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Il était sans dessus-dessous, il me dit, je vais à une thèse, j'ai complètement oublié et j'ai pas lu la thèse de l'étudiante. Enfin, il l'avait suivie, mais il l'avait pas lu juste avant de venir. Et c'était aussi l'aspect un petit peu rêveur, quoi. J'ai oublié que j'ai une soutenance de thèse, quoi. Voilà. Bon, vous le présentez beaucoup sur certains aspects. Moi, je l'ai vu aussi sur d'autres aspects. Donc, c'est pour ça que j'ai une relation beaucoup plus. J'ai l'impression de le voir tel qu'il était, quoi. Je ne le mets pas sur un piédestal. Dans le groupe de recherche, il y a des personnes parfois qui lui posaient des questions et qui attendaient sa réponse. Moi, ça avait tendance à m'agacer. C'est-à-dire que on pose une question, on réfléchit autour de la question. Et c'est pas lui qui demandait ça, mais cette position, cette façon de le mettre sur un piédestal, bon, il pouvait s'y laisser mettre, mais enfin moi, j'ai jamais été dans cette relation-là avec lui, pas du tout. Merci de nous avoir montré le côté sombre, the dark side of the moon également. Voilà, donc, dans le groupe de recherche du grec, il était critique par rapport à Krishnamurti. Et ça, mais personne ne supportait. C'était dès qu'on formulait, bah, tu l'as vu d'ailleurs au film de Krishnamurti, quand il y a quelqu'un qui a dit ah oui, mais j'ai pas tellement aimé ces images-là. On a l'impression que toute la salle lui était retombée dessus parce que ça avait été sacrilège de dire juste j'ai pas aimé ceci ou je comprends pas, quoi. Donc c'est cet aspect de sacralisation des choses, mais c'est toxique au possible, quoi. Donc René était quelqu'un de simple au quotidien. Bon, bah peut-être la dimension du sacré pourrait être un des thèmes à investiguer dans un de nos prochains séminaires. Voilà. Bon, Bon, merci énormément à tous. On est ravis de vous avoir entendus tous les deux qui êtes passés dans les griffes de René. Merci Philippe également pour ton témoignage. Et puis Christian, si tu veux conclure en attendant notre prochaine rencontre. Oui, bah, j'ai pas grand-chose. S'il y aurait plein de choses à ajouter Mais oui, et d'autres, hein, de la prochaine part fois. d'Agnès, etc. Bon, mais là, hélas, il faut que l'on se quitte. Bah voilà, bah merci. Alors, merci d'avoir été présent. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été absentes, mais comme on l'a dit, ça vient peut-être des événements et puis de l'horaire plus tardif qu'habituellement. Ouais. Mais en tout cas, on pourra retrouver cette rencontre sur le journal. On la mettra en ligne bientôt, dès demain ou après-demain. Donc, vous pourrez en faire la publicité également.
La prochaine, on avait pensé à différentes thématiques. Pourquoi pas celle du sacré, mais là, je suis vraiment pas spécialiste. Mais il n'y a pas de raison, on peut se former. On avait parlé d'effet du tiers-monde aussi et de la grande pauvreté, hein, par exemple. Hein. Oui, ça, c'est quelque chose aussi. On a déjà des contacts avec 2-3 Tout à personnes. fait. Oui. D'aller voir du côté de la grande pauvreté, oui. Très bonne idée. Ah oui, il y avait, comment elle s'appelait, Geneviève Tardieu. Geneviève Tardieu, elle avait fait une thèse sur le sujet, je crois. Oui, hein, c'est ça. J'ai plus de contact avec elle. Oui. Par avance, elle a dit d'accord. Hein, donc, ah d'accord, ok. Bah, gardons ça. ça. Tout à fait. Merci à tous. Merci encore pour votre présence et puis à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci, Salut, au revoir. Bonsoir. À plus tard. On fait ça.